Ah, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucune interaction causale possible entre le corps et l'esprit. Alors évidemment, quand on dit ça, quand c'est reçu dans l'esprit d'aujourd'hui, il y a aussitôt un mouvement de réticence. On se récrie et on se dit en particulier, mais alors c'est pas possible, Spinoza est en train de nous faire régresser à une étape antépsychosomatique. On a acquis l'idée qu'il y a des interactions psychosomatiques et on tient ça pour un progrès de la pensée et de la pratique. Ce qui arrive dans notre esprit a des conséquences sur ce qui se passe dans notre corps. Par exemple, nos souffrances corporelles peuvent être les expressions de nos malaises psychiques ou mentaux, etc. C'est une manière de somatiser, exactement, comme on dit, on somatise, etc. Alors, est-ce que Spinoza est en train de nous faire abandonner ce progrès-là de la pensée? Pas du tout. Il est en train d'aller un cran plus loin encore, car il faut bien lire ce qu'il dit. Spinoza ne dit pas « il n'y a pas de rapport entre le corps et l'esprit ». Il dit « il n'y a pas de rapport de causalité croisé entre le corps et l'esprit ». Mais en réalité, Spinoza affirme un rapport entre le corps et l'esprit, et le plus haut rapport qui puisse être, puisque c'est un rapport, dit-il, d'égalité ou d'unité. Le corps et l'esprit sont une seule et même chose. C'est consubstantiel. Voilà, c'est exactement, c'est une seule et même chose considérée, alors il dit en termes ontologiques, sous des attributs différents, on pourrait dire en termes plus simples, conçue ou envisagée sous des points de vue différents. Alors, ici, par exemple, parce que c'est très difficile à se représenter, alors bon, l'aide d'une figure est toujours utile. Alors, moi, je propose la métaphore suivante, qui, comme toutes les métaphores, serait discutable si on grattait au fond, mais qui fournit une première aide à la représentation. Considère un cube en mouvement dans l'espace. À aucun moment, il ne te viendra à l'idée de dire c'est le mouvement des faces horizontales qui cause le mouvement des faces verticales. Ou c'est le mouvement de la face droite qui cause le mouvement de la face gauche. Non, tu vas observer le cube sous un certain point de vue et c'est le même cube considéré sous des points de vue différents. Eh bien, le corps et l'esprit chez Spinoza, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il faut en passer par là? Il faut en passer par là pour détruire un schème de pensée qui est extrêmement prégnant dans la gauche critique en particulier, chez les militants, etc., qui est le schème de pensée de la prise de conscience. On va prendre conscience par l'esprit, et ceci suffira à faire advenir ce qui doit s'en suivre. Oui, mais d'en prendre conscience, ta conscience, mais d'apprendre. On sent bien aussi que c'est une activité qui mobilise l'ensemble de la personne, c'est pas purement cérébral. Eh bien voilà, c'est là le point, c'est exactement là le point qui est soulevé dans la philosophie de Spinoza. Si l'on entend la prise de conscience comme un pur acte de l'intellect, alors on risque de faire erreur, mais radicalement. C'est-à-dire, si tu veux, ça débouche sur l'idée qu'il suffirait que l'esprit forme des idées claires et distinctes pour que s'en suivent les mouvements du corps qui seraient accordés à cette idée bien formée et bien conçue dans l'esprit. Et ça, il n'en est rien. On peut avoir l'idée claire et distincte dans l'esprit et le corps ne suit pas. Et les mouvements politiques ne suivent pas. Alors, il y a plein d'exemples à donner à ça. Alors, donne un exemple. Parce que moi, écoute, ça mais tu vas voir, c'est un exemple, je vais même t'en donner un que tu vas reconnaître parce que tu y as eu affaire. Tu vas voir. Le premier exemple, je l'emprunte par exemple à l'un des derniers ouvrages de Bourdieu, dont c'est la grande affaire en réalité. Ce qui n'est pas étonnant, Bourdieu est un grand spinoziste plus ou moins caché. Donc l'idée, si tu veux, la critique de la reprise de soi intellectualiste, c'est permanent dans son œuvre. C'est permanent. À la fin de la domination masculine, Bourdieu dit ceci. Il y a des femmes qui peuvent avoir une très haute conscience intellectuelle et politique de ce que c'est que la domination masculine, de la manière dont ça opère, etc., et qui, en situation, continuent néanmoins de se comporter selon les manières de se tenir, de parler ou de ne pas parler, d'hausser le ton ou de le baisser, etc., qui sont adéquates à la domination masculine, dont pourtant elles ont l'idée claire et distincte en tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'esprit a fait mouvement, mais que le corps n'a pas entièrement suivi. Alors Bourdieu le dit avec ses termes à lui. Il dit c'est un effet d'hystérésis de l'habitus. On peut le dire autrement. C'est un effet de l'inertie des dispositions corporelles. Il faut que le corps soit refait. Il faut que le corps soit plié à nouveau pour que se restaure cette concordance. Et alors l'autre exemple que je voulais te donner, puisque je crois bien, me semble-t-il, que tu avais dû recevoir Chantal Jacquet sur les transclasses. Bon, les transclasses, c'est un exemple typique. Tu lis Héribon, Édouard Louis, tu lis les transclasses de Chantal Jacquet, c'est au cœur de la problématique de la transition de classe. C'est-à-dire, oui, l'esprit a acquis les catégories de la nouvelle classe, mais en même temps, le sujet, en se déplaçant dans le monde social,
à conserver les pliages anciens de son corps. Et il ne s'en défait qu'avec une extrême lenteur, si bien qu'il reste toujours plus ou moins entre deux mondes, et que le réaccord de soi avec soi peut prendre énormément de temps, voire parfois ne jamais s'accomplir complètement. Donc il ne suffit pas d'avoir conscience, la nouvelle conscience de classe qui te fait voir autrement l'ancienne, etc., pour être complètement affranchi. Et de même dans la politique, on le sait bien d'ailleurs, si tu veux, il y a une espèce d'inefficacité de la politique par sermon. Tu vois, la politique qui s'adresse uniquement à l'esprit et qui pense que si les idées ont été répandues en tant qu'idées pures, ça va suffire à créer des mouvements politiques. Pour qu'il y ait des mouvements politiques, il faut autre chose. Il faut que les idées arrivent avec autre chose. Avec des affects. Il faut Alors déjà là, tu as l'air de affects. supposer que dans les sermons, il n'y aurait pas d'affect, parce que quand tu dis la politique par sermon, ça a l'air de vouloir dire que ce seraient des discours dans lesquels il y a... C'est ça. Mais en fait, c'est bien pas sûr, vrai. Mais c'est pas vrai, mais évidemment. En réalité, en pratique, les idées ne nous arrivent presque jamais que véhiculées par des affects. Je veux dire, une idée qui passe d'une personne à une autre, il y a une interaction de corps à corps et ceci est générateur d'affect. J'ai même le sentiment que si l'idée est passée, c'est parce qu'il y avait des affects, sans quoi elle serait même pas passée. En fait. Alors, mais encore faut-il, d'une part, que les affects soient suffisamment puissants, d'autre part surtout, qu'ils traversent des complexions affectives où se trouve une sensibilité à l'idée en question. Alors, Spinoza dit ça d'une manière qui est assez drôle et imagée dans la préface d'Éthique. Il dit « La musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'endeuillé, pour le sourd, ni bonne ni mauvaise. » Alors, c'est une affection.